Soyez les bienvenus sur notre plateau. Donc, vous êtes le président de l'ONG Urgence panafricaniste. Vous êtes idéologue et militant pour la lutte d'autodétermination des peuples africains. Vous êtes suivi par des millions d'Africains de par le monde. Vous êtes par ailleurs le conseiller spécial du président du Niger, le général Abdourahmane Tiani. Vous avez annoncé votre volonté de se présenter à la présidentielle de 2026 au Bénin. Donc, pour commencer, qu'est-ce qui motive cet engagement? Alors déjà, je vous remercie pour votre invitation. Et il est important toujours de préciser le contexte d'où nous partons pour comprendre exactement là où nous nous situons et là où nous allons. Il se trouve que nous menons depuis 25 ans. 25 ans, c'est une longue durée. Ce combat pour l'autodétermination de nos populations, pour la protection de nos populations, pour la justice sociale, contre la globalisation néolibérale, contre la déstabilisation de nos États, contre la négrophobie systémique. Nous avons, je pense, en 25 ans, contribué à faire beaucoup bouger les lignes à un niveau métapolitique, à tel point que certains États nous considèrent comme responsables de la montée de sentiments qu'ils taxent de manière impropre, à mon sens, d'anti-français. Ce n'est pas ma démarche, mais en tout cas, nous travaillons contre le néocolonialisme sous toutes ses formes. Et certains nous rendent responsables de la baisse d'influence de ce néocolonialisme-là. Et nous ne sommes qu'au début parce que nous comptons aller le plus loin possible dans ce cadre-là. Il se trouve que il arrive un moment lorsque vous êtes dans la société civile où quels que soient les exploits, quelles que soient les actions menées, quel que soit le travail politique de fond effectué, vous arrivez à un plafond de verre parce qu'il y a un moment où vous devez, dans le cadre de vos activités, passer la main de la société civile aux institutionnels. Et si les institutionnels ne font pas le travail qui est le leur, pour justement prendre le relais du travail que vous avez réussi à effectuer au sein de la société civile avec votre organisation, il arrive un moment où un sujet qui a été activé, exposé et secoué sur la place publique ne peut pas connaître sa véritable transformation parce que les forces institutionnelles demeurent, in fine, quoi qu'on en dise, des entités qui décident de comment tel ou tel sujet politique ou sociétaux doivent être traités et changés ou pas. Je prends un exemple très simple, c'est la question du franc CFA. Même si c'est une question parmi tant d'autres, mais tout le monde sait que c'est un de nos combats de fond. On a bougé de manière historique au XXIe siècle, à travers une mobilisation transnationale, simultanée dans plusieurs pays, que l'ONG Urgence panafricaniste a effectuée en fondant, en initiant le front anticolonialiste français en Afrique, le front anti-CFA. Et on a réussi à remettre au goût du jour une question qui auparavant était incarcérée entre les mains d'une petite poche de l'intelligentsia africaine et qui avait parfois une attitude très pédante vis-à-vis de la masse. On a rendu, dans cette dimension gramscienne, intelligible la question de la souveraineté monétaire pour des millions de gens. Nous nous sommes battus pour cela et les présidents devaient prendre le relais. Ils ne l'ont pas pris. Et des exemples comme la question du franc CFA, sur laquelle nous militons, ce sont des exemples, il y a des exemples multiples sur les questions de justice sociale, sur les questions d'écart de richesse spectaculaires dans nos pays, où on dit parfois que nos pays connaissent une croissance, on reviendra peut-être sur ces questions par la suite, mais c'est une croissance artificielle qui ne profite en réalité qu'à une minorité. On nous fait croire par exemple dans mon pays le Bénin, et c'est le même exemple qui est effectué en Côte d'Ivoire, et ça c'est l'agrégé en économie, l'un de nos conseillers sur les questions économiques, le professeur Mamadou Koulibaly, ancien président de l'Assemblée nationale, qui le précise et qui le montre très bien. Il y a eu soi-disant des données qui ont été rendues publiques présentant une croissance économique exponentielle de mon pays, par exemple le Bénin. Sauf que ceux qui étudient, et c'est ce que nous rappelle le professeur Mamadou Koulibaly, la situation, savent que ce PIB n'est pas en adéquation avec aujourd'hui véritablement la richesse au sens individuel du terme de nos citoyens, de nos populations. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu ce que l'on appelle une manipulation statistique par le biais de ce que l'on appelle le rebasage. Qu'est-ce que le rebasage? C'est incorporer des données liées à des métiers dits informels qu'on ne peut pas quantifier, qu'on ne peut pas mesurer, d'accord? Rajouter cela pour gonfler quelque part le taux de croissance du produit intérieur brut, pour attirer les investissements, d'accord, des institutions internationales et bien évidemment surtout aussi des entreprises et des États occidentaux.
de telle sorte qu'on ait l'impression que tel pays ou tel pays est un bon élève en réalité sur le terrain économique. Normalement, dans des pays comme ceux-ci, s'il y a une augmentation du PIB aussi spectaculaire, chaque individu, chaque citoyen, ou en tout cas la population dans son ensemble, devrait avoir une amélioration de ses conditions de vie extrêmes. Or, il y a un appauvrissement spectaculaire d'une majorité de la population. On parle de plus de 60% de la population qui n'a pas accès à l'électricité dans nos pays. On nous met en avant le fait que il y a une construction massive de routes, d'infrastructures, mais si ces infrastructures ne servent pas à créer de la richesse réellement pour la population, de quoi s'agit-il? Si ces infrastructures ne servent pas à ce que la population puisse se nourrir et puisse se détacher justement de ce problème de pauvreté et de faim qui est globalisé dans nos pays, à quoi cela sert-il? Le Bénin réel, mon pays, ce n'est pas le Sofitel. Contrairement à la propagande que nos dirigeants essayent de faire croire en invitant quelques influenceurs où on va faire la promotion, la publicité dans les grands hôtels de notre pays, mais la majorité de la population crève, vit dans des situations extrêmement difficiles. Et je ne peux pas être dans une démarche de lutter contre le néocolonialisme, contre l'injustice sociale, sans me préoccuper de fond en comble de ces réalités. C'est la situation qui nous a poussés, de manière générale, à rentrer sur ce processus institutionnel. De l'Afrique à l'Europe, aux Antilles, aux Amériques, vous êtes présent dans la scène et connu dans la scène politique depuis plus de 20 ans. Est-ce que cette volonté de se présenter à la présidentielle était un projet de longue date ou bien une nécessité de l'ère? Je pense que c'est venu graduellement. Et comme je le disais dans mon propos introductif, le fait que je sente que les efforts que nous effectuons à l'échelle de la société civile n'étaient pas suffisamment pris en considération par les puissances décisionnaires, nous a poussé à nous dire que si on attend que ceux qui doivent faire en haut le fassent, on risque d'attendre longtemps. Et l'adage de notre ONG, Urgence panafricaniste, c'est ce que les élites africaines ne font pas pour le peuple devra le faire lui-même. Eh bien, c'est dans cette réalité-là, dans cette logique de transformation, osons inventer l'avenir, comme le disait le président Thomas Sankara, il est important que nous nous préoccupions de comment rendre nos décisions et nos actions encore plus efficientes à un niveau supérieur. Vous avez déclaré votre candidature. En cas de blocus, comment compteriez-vous vous y prendre? Et ceux qui nous connaissent stratégiquement savent que nous sommes très loin d'être naïfs et que cette annonce est un processus là aussi d'ingénierie sociale pour propager une idée, pour propager un message. Nous sommes des guerriers idéologiques. Nous sommes de l'école gramscienne sur cet aspect-là en tout cas. Et notre objectif est d'imposer dans le débat politique béninois un autre point de vue que le point de vue tyrannique qui est aujourd'hui opéré au sein de notre pays. Aujourd'hui, si vous n'êtes pas dans la dimension, dans l'école du président Patrice Talon, l'école politique du président Patrice Talon, vous êtes soit en prison, soit en exil. Aucune autre voix dissonante aujourd'hui n'est tolérée. C'est important qu'on le dise. La plupart des opposants sont persécutés, pour ne pas dire la quasi-totalité des opposants réels le sont. Nous avons déclaré qu'il y a plusieurs options. La première, même si nous sommes très loin d'être naïfs, et nous savons que pertinemment il y a bon nombre de nos partisans au sein de la section jeunesse du Parti démocrate du président Yahi Boni, d'accord, l'ancien président Yahi Boni. Nous savons que nous avons beaucoup de partisans en son sein, mais nous savons aussi qu'à l'intérieur du bureau national du parti, il y a énormément de gens qui sont des tenants de la France-Afrique. C'est connu de tous, et ça nous a d'ailleurs été reproché lorsqu'on a tendu la main à ce parti. Mais si on ne le faisait pas, certains auraient dit qu'on n'aurait pas émis cette possibilité d'aller dans ce cadre électoral, quel que soit ce que nous en pensions intérieurement. Donc il fallait pour la forme, en tout cas, que nous le fassions. Et après, nous laissons témoin la population par rapport à la démarche qui est la nôtre. La deuxième option, c'est créer une coalition beaucoup plus élargie, des forces d'opposition réelles, d'accord, qui sont exclues du jeu politique, parce qu'on est dans un pays aujourd'hui où le président Patrice Talon a créé, et son système, son oligarchie, a créé un code électoral qui sélectionne les opposants qui peuvent concourir au jeu politique. En gros, c'est comme si vous avez un adversaire qui sélectionne ceux avec qui il veut combattre, et les plus dangereux de ses adversaires, il ne leur permet même pas de monter sur le ring de boxe. On est dans un jeu truqué, de A à Z. Il y a les partis qui sont validés par le président Patrice Talon, qui sont ses partis, d'accord, puisqu'il exige maintenant que vous soyez porté par un parti pour aller aux élections, alors que lui n'a pas eu
cette règle qui lui a été imposée quand il est allé au processus électoral présidentiel en 2016, c'est important qu'on le dise, tout comme le président auparavant Yahi Boni et les autres, on ne leur a pas imposé cette réalité-là, mais lui il impose parce qu'il verrouille le jeu. Il ne veut pas, à cause des investissements et de contrats juteux financiers qu'il a et qu'il est en train de passer aujourd'hui et qu'il a passé, il ne veut pas que le butin lui échappe. Et tôt ou tard, il faudra peut-être être dans une logique de pouvoir étudier et analyser comment il a pu établir sa fortune, parce qu'on ne peut pas parler dans un pays pauvre d'une pauvreté extrême de la population sans analyser comment l'un des membres de la population a pu se faire sa fortune par décret, parce que c'est par décret qu'il est devenu milliardaire, et comment il a pu faire développer son économie en prospérant dans un pays qui est complètement appauvri. Ça, c'est quelque chose qu'on devrait être capable d'étudier tôt ou tard. Et donc, il y a cette option d'élargir la sphère de la coalition pour demander un jeu électoral inclusif, pour dire que les règles qui consistent à ce que si vous n'êtes pas porté par un des partis validés par le président, vous ne pouvez pas concourir, c'est quelque chose de caduc. Que si vous n'avez pas 28 députés qui vous donnent leur parrainage, vous ne pouvez pas vous présenter, c'est quelque chose de caduc. Sachant que les seuls qui ont minimum 28 députés, ce sont les partis du président et le parti d'opposition au sein de la classe politique béninoise, le seul parti d'opposition accepté par le président Patrice Talon, qui est le parti de l'ancien président Yahi Boni. Tous les autres partis politiques ne sont pas reconnus sur ce processus-là et on ne leur donnera pas la possibilité de se présenter. On doit changer ces règles. Parce que si on ne le fait pas, ce que je crains, ce que j'entends, pas ce que je souhaite, mais ce que je vois, c'est qu'il risque d'y avoir une contestation populaire citoyenne, non violente, mais qui risque de se déployer par vagues incessantes dans les temps à venir. Et je le sens de plus en plus fort, ce processus-là arriver. Et je pense que la raison voudrait que la classe politique, dans toutes ses composantes, dans tous ses antagonismes, puisse s'asseoir, échanger, discuter et voir comment on peut réformer le jeu politique. Je suis un gardien silencieux d'un processus souverainiste. J'ai un problème avec l'incapacité de donner la possibilité à tout le monde de pouvoir s'exprimer. Ça, c'est un. J'ai un problème avec l'injustice sociale généralisée. Ça, c'est deux. Et j'ai un problème avec le manque ou le kidnapping de la souveraineté. Ça, c'est trois. On est dans un pays aujourd'hui qui a bradé sa souveraineté, qui l'a livrée aux intérêts français. Le président qui a le plus consolidé les liens dans le cadre de la France-Afrique depuis la période des prétendus indépendants, c'est le président Patrice Talon. Je pense que c'est quelque chose qui pose problème au niveau national comme au niveau sous-régional. Et ma responsabilité en tant que panafricaniste qui signifie l'unité des diverses formes d'africanité dans le but d'obtenir une collective souveraineté, c'est de lutter contre ce qui empêche que la souveraineté puisse être véritablement établie. Ce que je veux, ce n'est pas priver les riches de leurs gains ou de leurs richesses. Ce que je veux, c'est une répartition des richesses beaucoup plus juste. Et je veux que l'on puisse être dans un processus de souveraineté avéré. C'est notre obsession, c'est notre projet. Et ce qui est intéressant, c'est que dans certains pays, on nous considère comme des combattants de la liberté, mais les gouvernements africains qui sont systématiquement liés à la France me considèrent comme un semeur de troubles, me considèrent comme un déstabilisateur d'État. Je ne suis pas un déstabilisateur d'État. Par contre, je suis un déstabilisateur fondamental du système néocolonial, et ça, c'est quelque chose de clair. Et si certains travaillent avec le système colonial et m'en veulent de vouloir déstabiliser ce système, c'est que sans doute, ils ont beaucoup de choses à se reprocher en ce qui concerne ces réalités. Donc justement, parlant du néocolonialisme, l'armée française est chassée de partout. Vous avez beaucoup contribué pour que cela soit une réalité. Et dernièrement, le président nigérien a déclaré lors d'une interview que la France a tenté de déstabiliser son pays. Quel est votre avis sur ce sujet? Je vais être très clair. Et vous savez, c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles, parce que la stratégie du président Patrice Talon, comme je le disais tout à l'heure, c'est de tout faire pour nettoyer l'espace politique béninois de ses adversaires politiques les plus coriaces. Donc il fait tout soit pour les mettre en prison, il leur invente des histoires de drogue, alors que bon, je veux dire que lui-même et sa famille, en ce qui concerne les questions de drogue, il y a beaucoup de choses qui pourraient être dites, mais ce sera un autre sujet. Et il l'a fait avec Sébastien Djavon notamment. Et il est aussi bon pour coller des affaires dérangeantes ou créer des affaires de toutes pièces
vis-à-vis de personnes qui leur posent des problèmes de fond. Lorsqu'il y a eu la crise entre le Bénin et le Niger, cette crise, il faut comprendre d'où elle part. Nous avons contribué à faire partir l'armée française, que nous considérons comme plus que jamais une armée néocoloniale, qui n'a rien réglé, mais qui a contribué à empirer les choses. Il est important qu'on dise qu'il n'y aurait pas de crise au Sahel s'il n'y avait pas eu d'abord la guerre civile algérienne et la naissance de ces groupes dits takfiri pour certains ou djihadistes, l'assassinat de Kadhafi, voulu par la France et les États-Unis, opéré, perpétré, commandité par ces derniers, qui a contribué complètement donc à déstabiliser le Sahel. Et donc on a des présidents qui sont tellement analphabètes géopolitiquement qu'ils en arrivent à appeler la force qui a causé la déstabilisation du Sahel, et ils appellent ces derniers pour les aider à lutter contre le feu qu'ils ont eux-mêmes allumé. Est-ce que pour éteindre un feu, on appelle un pyromane? Je pense que ça ne fait pas sens pour ceux qui sont dotés de raison. Et donc, lorsque nous avons contribué avec les populations du Niger et les mouvements panafricanistes, principalement, entre autres, mais pas que, il y avait beaucoup d'autres structures à l'échelle globale, internationale, mais l'ONG Urgence panafricaniste a joué plus que jamais son rôle, l'armée française a été chassée. Lorsqu'elle a été chassée, elle a redéfini une nouvelle stratégie, et le journaliste Thomas Dietrich, journaliste français Thomas Dietrich en parle très bien, il a redéfini une nouvelle stratégie de campement fantôme, de stratégie fantôme. S'installer dans certains pays africains sans désormais dire que c'était des opérations au sol que l'armée française effectuait, simplement présenter les militaires français comme des instructeurs. Parce que si on sait, la population sait que l'armée française est toujours présente explicitement, alors que l'armée française est mal vue par l'opinion publique africaine, dans toute la région, d'accord, dans la plupart des pays d'Afrique francophone, cela risque de créer des troubles. Et donc le président Patrice Talon, qui est en train de sceller des accords records dans le cadre du système néocolonial avec la France, a accepté la présence de l'armée française, qui venait d'être chassée du Niger. Il est important de dire que les généraux de l'armée française, notamment le général Lecointre et d'autres, ont dit qu'ils feront tout pour récupérer. Et pour déstabiliser le nouveau régime du Niger. Donc vous avez deux pays voisins. Un pays voisin, le gouvernement du Niger, chasse l'armée néocoloniale française. L'armée néocoloniale française va se resituer, en partie, parce qu'il n'y a pas que dans mon pays, mais va se resituer, malheureusement, au Bénin. Pas par volonté des Béninois, pas par volonté de l'armée souverainiste béninoise, qui est une armée extrêmement courageuse et digne, mais par la volonté du gouvernement néocolonial béninois, d'accord, et de ces corrompus qui siègent en son sein. L'armée du Niger a dit que si ça va dans ce cadre-là, même si nous voulons l'unité de tous les Africains, mais on ne peut pas laisser, malheureusement, notre frontière ouverte quand notre pays frère voisin, le gouvernement frère voisin, accepte d'abriter une armée néocoloniale qui a juré qu'elle nous déstabilisera. C'est aussi simple que ça. Le journaliste Thomas Dietrich a parlé de coopérants militaires, d'agents de la DGSE qui sont là, et de militaires français qui opèrent au sol. Quand on parle de coopérants militaires, il faut bien réfléchir à de quoi il s'agit. Moi, lorsque j'étais au Niger, on m'a parlé de certaines entités, d'accord, que ce soit des mercenaires ou autres, qui sont engagés par l'armée française pour agir. Je n'ai fait que dire les éléments dont j'ai eu connaissance. Et face à cette réalité-là, d'ailleurs, le président Patrice Talon et son gouvernement d'illusionnistes et de manipulateurs ont présenté cela comme, soi-disant, une sorte de trahison de ma part, parce que j'ai dénoncé le lien de la France avec le gouvernement béninois. Ça me fait penser un petit peu, même si j'ai très peu d'estime pour ce dernier, au maréchal Pétain, qui qualifiait général de Gaulle d'apatride, parce qu'il avait osé, le général de Gaulle, dénoncer les liens incestueux entre le maréchal Pétain et l'Allemagne nazie. Ça me fait penser, dans un autre ordre d'idée, au Shah d'Iran, pro-occidental, qui qualifiait à l'époque l'imam Khomeini, d'accord, d'apatride, parce qu'il voulait, il condamnait les liens du Shah d'Iran avec les États occidentaux. C'est exactement la même chose. Exactement. Moi, mon obsession, c'est que mon pays redevienne souverain. C'est que l'armée béninoise puisse être respectée pour ce qu'elle est. Qu'elle puisse
avoir les moyens de sa politique, parce qu'on a des soldats extraordinaires, parmi les meilleurs d'Afrique. Malheureusement, ils sont infantilisés. On met à leur tête les militaires français qui mènent un travail pour leurs propres intérêts, pas pour le nôtre. Vous comprenez? Et donc, je fais partie de ceux qui ont, de part et d'autre, que ce soit au Niger ou au Bénin, exprimé leur tristesse de cette situation des frontières fermées. Mais je fais aussi partie de ceux qui sont lucides sur les raisons qui font que cette frontière est malheureusement fermée. Tant que le gouvernement de mon pays décidera d'abriter des militaires français, comme l'a précisé le journaliste Thomas Dietrich, on se retrouvera dans une situation d'un imbroglio politique parce que l'armée française a dit qu'elle veut déstabiliser le gouvernement nigérien. Donc c'est une situation sur laquelle on est obligé de prendre considération, on est obligé d'en tenir compte, et la seule solution pour que cette situation change, c'est que le régime du président Patrice Talon, qui a pour obsession de plaire en toutes circonstances au gouvernement français, c'est que ce régime de Patrice Talon finisse par partir et qu'un autre régime beaucoup plus souverainiste le remplace. Okay. Donc notre obsession, je le dis et je le répète, comme je disais tout à l'heure, c'est d'avoir une coalition élargie, d'accord, d'entités, de forces politiques en exil ou sur place sur le territoire qui se réunissent et qui mettent toute leur énergie pour forcer le président Patrice Talon à changer son fusil d'épaule sur ce terrain-là. Et s'il ne le fait pas, il risque malheureusement, et nous n'en serons pas responsables, d'avoir une réaction du peuple que les responsables politiques que nous sommes et d'autres ne pourront malheureusement pas contrôler, parce que nous, ce n'est pas notre souhait. Nous sommes non violents et nous n'avons pas pour objectif de déstabiliser quoi que ce soit. Parlant de la politique béninoise, on a constaté ces derniers temps une censure venant des autorités sur les médias. Donc, que pensez-vous de cette situation? Je pense que c'est la stricte continuité d'un processus de censure qui a été établi par le président Patrice Talon depuis son arrivée au pouvoir. Il a censuré toute opposition. Il a censuré toute voix de contestation. Il a censuré toute opinion divergente. Tant que c'était des politiciens, ça ne dérangeait pas toute la population. Ça a commencé après par être la fermeture de médias. Golf TV, Africa, qui est un média dans lequel j'étais journaliste politique, et chroniqueur, a été fermé. Et maintenant, on arrive à un stade où ce sont la plupart des médias qui sont les plus suivis au Bénin, parce que les gens ne regardent plus au RTB, tout le monde sait que ce sont les employés du président Patrice Talon directement. Parfois, ils passent de l'usine de coton à journaliste en tant que tel sur la télé nationale. Il n'y a aucun média libre. C'est plus un média d'État, c'est un média du clan Talon. Comme ça se passe malheureusement trop de fois dans nos pays. Lorsqu'un président arrive au pouvoir, c'est comme ça que ça se déroule. Et ils ont fermé des médias comme Madame Actu, ils ont fermé des médias comme Bénin Reporter Monde, ou des choses de ce style-là, qui sont des médias qui sont à la base regardés par l'opinion publique béninoise, qui a plus confiance dans cette diversité de points de vue relayés par ces médias. On les force à se, soi-disant, conformer au nouveau code de déontologie numérique, etc., qui sous-entend ils doivent rentrer dans les petits papiers du régime et faire exactement ce que le régime veut qu'ils fassent. Et comme par hasard, on les ferme au moment où il y a un procès qui est un procès guignolesque de l'ancien meilleur ami du président Patrice Talon qui voulait se présenter et qui a été accusé opportunément de coup d'État. C'est entre eux. Mais il y a une réalité qui est factuelle, c'est que le président Patrice Talon ne voulait pas qu'on parle de ce coup d'État. Il ne voulait pas qu'on parle de cette situation-là parce que si le peuple découvre ce qu'il en est, il comprendra que ce n'était peut-être pas un coup d'État, mais que peut-être son meilleur ami voyait lui-même, comme la plupart des gens qui sont autour du président Patrice Talon et qui ont fini par le quitter, parce que c'est aussi ce qui s'est passé, c'est aussi la réalité, que Olivier Boko voulait apparemment changer le code électoral lui aussi et s'apprêter à mobiliser des gens pour le faire. Et le président Patrice Talon, ayant appris cette réalité, quand on veut tuer son chien, on l'accuse d'avoir la rage, il a décidé de présenter ça, de maquiller ça en coup d'État pour clore le débat, parce qu'il ne veut pas qu'il y ait une réforme du code électoral. Et dans le même temps, ces mêmes médias faisaient partie de ceux qui relayaient l'opinion aussi bien de nos partisans que de nos détracteurs. C'est important qu'on le dise. Mais le président Patrice Talon n'aime quand il n'y a que les détracteurs de ses opposants. Il n'aime pas quand on entend aussi les partisans de ces derniers.
Donc, pour moi, il n'y a rien de surprenant. Et je pense qu'il faut que les Béninois, dans leur ensemble, finissent par se poser la question, pendant combien de temps vont-ils accepter d'être traités comme des biens meubles que l'on peut censurer, que l'on peut maltraiter, que l'on peut usiter comme des préservatifs usagés éternellement? Parlant des relations avec le Niger avec le Mali et le Burkina, dans le cadre de l'AES, ont instauré une force unifiée de 5000 hommes et ont mis en circulation un passeport commun. Donc, si vous êtes élu président en avril 2026, soutiendrez-vous l'idée d'intégrer cette confédération? Il est vital, à mon sens, que le panafricanisme se matérialise. Et pour que ça se matérialise, c'est qu'on doit transcender la logique des micro-États qui a été décidée par la puissance coloniale, par les puissances coloniales, lors de la conférence de Berlin en 1884 et 1885. Quand vous voyez l'Union européenne, eux-mêmes ont compris, mais c'est une Union européenne qui n'est pas celle des peuples, mais une Union européenne de l'oligarchie néolibérale, convenons-en. Mais ils ont compris que s'ils ne s'unissaient pas, ils ne pourraient pas tenir dans ce concert des nations. Les États-Unis d'Amérique, comme leur nom l'indique, ils ont compris qu'ils étaient obligés de s'unir pour avancer. Les Émirats arabes unis, ils ont compris que si ces Émirats ne s'unissaient pas, ils ne pourraient pas peser. Quand vous voyez la Chine, c'est une addition d'anciennes provinces, en réalité. Quand vous voyez la Russie aujourd'hui, qui est un État gigantesque, c'est une addition de plusieurs populations et plusieurs royaumes, en réalité. C'est important qu'on puisse dire ces éléments-là, sinon on ne pourra pas comprendre la chose. L'Inde, c'est une addition de plusieurs États. Donc nous sommes obligés en Afrique d'aller, qu'on le veuille ou pas, par cette voie. Malheureusement, l'Occident a toujours compris cette nécessité de diviser pour régner, en graissant la patte de certaines entités, en les poussant pour agir tels des roitelets, qui empêchent la fondamentale transnationale unité des peuples, pour ne s'occuper que d'un petit précaré qui donne accès à des facilités pour les nations occidentales. Je pense que si on ne va pas dans cette perception-là, on ne pourra pas comprendre dans quelle direction nous allons. Donc, moi, mon objectif, sans avoir besoin de trop en dire, c'est que nous nous approchions de l'État fédéral. Et ça passera par plusieurs processus. Et il est évident que l'Alliance des États du Sahel est un exemple de panafricanisme du peuple. Ça ne veut pas dire que tout est parfait. Il y a beaucoup de choses qui doivent être améliorées. Et on doit avoir le courage de le dire aussi. D'accord ? Mais c'est une grande source d'espérance pour des millions et des millions et des millions d'Africains. Partout où je vais dans le monde, c'est le retour que j'ai. Et je pense que le Bénin, s'il accède à sa souveraineté réelle, à sa véritable indépendance, s'il coupe les liens avec la puissance néocoloniale que nous connaissons, peut devenir une pièce maîtresse dans ce jeu géopolitique qui bénéficiera au peuple d'Afrique et qui bénéficiera évidemment à l'AES. À l'AES. Donc vous avez parlé du panafricanisme populaire. Donc vous faites partie de cette lignée panafricaniste garvéiste. Oui, on peut le dire très clairement. Exactement. Donc pensez-vous que l'AES pourrait être un point d'ancrage pour ces panafricanismes-là, le panafricanisme populaire? Je pense qu'il faut qu'on puisse regarder les choses de manière même beaucoup plus large. Parce que l'AES, je le dis, est un laboratoire de ce qui se doit d'être fait de manière prospective dans les prochaines années. Recouvrir sa souveraineté, prendre le temps de se reconstruire, prendre le temps de redéployer un nouveau schéma de société, d'accord, sur le terrain économique, sur le terrain sociétal, sur le terrain culturel, et sur le terrain aussi diplomatique et géopolitique, géostratégique, sur le terrain aussi de la géopolitique des minerais. Ça, c'est des ressources minières, c'est important qu'on puisse le dire. Mais tous les pays ne sont pas sahéliens. Donc, tous les pays africains ne sont pas sahéliens. Donc, il arrivera un moment où c'est l'état d'esprit de l'AES qui devra être répercuté un peu partout sur le continent. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est que l'état d'esprit de l'AES puisse être établi en Afrique centrale, en Afrique de l'Est, en Afrique de l'Ouest, en Afrique australe, dans toutes les zones, et en Afrique du Nord, si nécessaire, dans toutes les zones où l'autodétermination doit plus que jamais être reconquise. C'est l'état d'esprit qui est le nôtre, et en ce sens-là, l'AES est un signe, est un symbole extraordinaire d'espérance.
C'est dans cette logique-là que nous nous situons et c'est dans cette logique-là que nous avançons. Nous ne sommes pas en train de dire que les 54 pays du continent africain devront être membres de l'AES. Ça ne fera pas sens puisque l'AES correspond à une réalité aussi géographique. Mais l'état d'esprit que définit l'AES doit être quelque chose qui doit contaminer le continent africain et l'Union africaine dans sa globalité, qui elle-même aussi, tôt ou tard, devra être réformée. Donc, on avait parlé du panafricanisme. Ce mouvement est né ou bien, disons, grandi dans la diaspora. Tout à fait. Donc, par exemple, en Europe, actuellement, on voit la montée de la droite. Est-ce que cette situation aurait d'impact ou bien d'effet sur le combat que vous menez? On peut même dire la montée de l'extrême droite. De l'extrême droite. On peut le dire. Et une extrême droite très, très pro-israélienne, très atlantiste aussi. Même si elle a parfois aussi, c'est important qu'on le dise, des sympathies avec la Russie. Disons-le. Il y a une ambivalence sur ces questions. Nous, notre logique est très simple. Le monde, il est en train de changer. Le progressisme tel qu'il s'est déployé avec l'effondrement du mur de Berlin et la montée du néolibéralisme sur le terrain économique s'est accompagné d'un néolibéralisme sociétal qui a fini par devenir quasi hégémonique en Occident et dans les nations qui sont contrôlées par cette région. Mais on arrive aujourd'hui à la fin d'un cycle et la fin d'un temps. Le néolibéralisme a connu un tel excès et une telle apogée qu'on arrive maintenant à une séquence où c'est la réaction à ce néolibéralisme sociétal qui est en train d'apparaître dans l'opinion publique mondiale. Et cette réaction se caractérise par une sorte de montée des idées illibérales, d'accord, et d'un refus du progressisme néolibéral dérégulé que nous connaissons avec les théories du genre, ce que certains appellent la dictature des minorités, qu'elles soient sexuelles, etc., etc. C'est ce qui se passe en Occident et c'est ce qui se passe pas qu'en Occident d'ailleurs, parce que ceux qui voyagent un minimum dans le Sud global voient que, en réalité, des peuples qui sont la plupart du temps enracinés et attachés à leur identité sont beaucoup moins tolérants vis-à-vis de l'agenda de forces néolibérales sociétales comme le Parti des démocrates aux États-Unis ou des partis soi-disant de gauche sociétale en Occident. En Afrique subsaharienne, en Asie, dans le monde arabe, les gens ne sont pas très partisans de ce genre d'idées-là, qui sont considérées comme des idées profondément néocoloniales occidentales. C'est important qu'on le dise, même s'il peut y avoir un juste milieu dans la réflexion. Et je pense que les Africains qui lisent Le Monde, et c'est souvent parmi l'élite africaine cooptée par l'Occident, qui lisent Le Monde à travers les lunettes de l'Occident, à travers un progressisme néolibéral sur le terrain sociétal caricatural, qui pensent qu'on est encore, il est encore à la mode de parler des questions d'intersectionnalité, entre des questions de genre sexuel, des questions d'identité ethnique et tout ce qui s'ensuit. Ces gens-là vont se réveiller brutalement s'ils ne comprennent pas que le monde auquel ils se sont accrochés, parce que le problème c'est que beaucoup d'Africains sont toujours dans une logique de copier ce qui se fait ailleurs, mais ne voient pas que ce qu'ils copient, ce qu'ils ont copié est déjà périmé et qu'on est dans un autre logiciel vis-à-vis des entités qui sont en train de copier. Nous devons rester focalisés sur nos réalités, parce que nous avons vocation à nous situer dans le monde en fonction de nos propres perspectives, en fonction de notre propre vision. Dans mon dernier ouvrage, Philosophie de la panafricanité fondamentale, je parle d'une dichotomie entre le monde moderniste et le monde traditionnel. Il y a le monde des peuples enracinés dans leur identité, considérés comme primitifs par l'oligarchie occidentale, et il y a le monde récent, le monde qui vient d'arriver, qui se croit hégémonique, mais qui est un nouveau-né, en réalité pour les peuples premiers, qui est le monde moderne, entre guillemets, le monde occidental. Il ne s'agit pas de faire une opposition entre la modernité, qui est présente partout dans le monde, et le monde traditionnel. On peut très bien traiter de la modernité avec excellence, tout en étant enraciné dans son identité. La Chine en a un exemple extraordinaire. La Turquie, dans une autre ordre d'idée, en est aussi un exemple magnifique. Et il y a d'autres pays, la Russie ou d'autres, sont dans ce cadre-là, où se mélange avec intelligence l'enracinement, la tradition avec un T majuscule, et maintenant des réalités de modernité. Mais il y a une différence entre ce juste milieu, cet équilibre-là, et la dictature de la modernité et le mépris de ce qui est traditionnel et ce qui est enracinement. Ce qui caractérise aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, l'Occident. Et c'est pour cela aussi qu'à la tête d'un pays comme les États-Unis, il y a aujourd'hui eu l'élection de quelqu'un comme Donald Trump qui sonne comme la fin de la récréation de ce néolibéralisme sociétal qui avait fini par conquérir trop d'espace
au sein des élites. Donc l'Afrique doit se tenir prête, parce que nous sommes aujourd'hui à un carrefour des civilisations, à un carrefour des enjeux géopolitiques. Et les peuples occidentaux, les peuples du Nord global sont en train de se braquer, de se radicaliser. Et le Sud global va devenir un réel ennemi. Il l'a toujours été en réalité, mais il va l'être plus qu'il ne l'a jamais été auparavant. Et si nous, on est dans une volonté d'être citoyen du monde, alors qu'eux sont citoyens de leur monde, mais n'ont pas décrété qu'on était citoyens de leur monde à eux, ça ne va pas aller. Il faut qu'on soit citoyen de nos mondes et qu'on fasse en sorte que nos mondes puissent compter. C'est la réalité dans laquelle nous sommes. Quand on a Donald Trump qui dit America First, il faut que les Africains soient capables de dire l'Afrique d'abord, d'accord? Et que notre peuple soit notre peuple priorisé. Nos peuples soient priorisés, ou qu'ils soient installés. Ça doit être nos réalités. Vous avez dit que l'Occident est en train de se braquer. Est-ce que cela n'est pas une opportunité pour les Africains? Une opportunité historique, c'est exactement ce que je dis. C'est une opportunité historique pour nous de comprendre que si ceux dont on mendie l'amitié ont décidé plus que jamais de nous tenir à l'écart de leur réalité, c'est une occasion pour nous, suivant l'adage qui dit de l'exclusion d'un homme par l'autre naît la volonté pour l'homme exclu, de se constituer sa propre puissance. C'est dans cette logique-là et cette orientation idéologique et politique que nous nous situons. Donc, prenons cette séquence historique comme une chance, en nous rappelant que l'Africain n'a pas d'amis. Le seul messie de l'Afrique, c'est l'Africain et l'Africaine eux-mêmes. D'accord. Question d'actualité. Dernièrement, on suit l'évolution de la crise dans l'Est de la République démocratique du Congo. Donc, le groupe rebelle M23, soutenu par le Rwanda, selon plusieurs sources, dont les Nations Unies, mène une offensive sanglante dans l'Est de la RDC. Que pensez-vous de ces sujets? Quelle issue possible pour ces On est face à un processus néocolonial, encore une fois, qui s'appuie sur le pillage de nos ressources et qui s'appuie aussi sur une géopolitique des ethnies et des tribus dans ces sous-régions-là. Le colon a appris à étudier parfois nos peuples mieux que nos peuples se sont étudiés eux-mêmes. C'est une réalité. Il a étudié les antagonismes qui existaient entre certaines entités. Il a joué des douleurs de part et d'autre pour avancer son propre agenda. On a aujourd'hui Paul Kagame qui a été érigé par les néolibéraux en symbole d'un panafricanisme. On n'était pas au courant, parce que le panafricanisme, normalement, c'est l'unité des diverses formes d'africanité et pas génocider une partie de ces mêmes africanités. Mais Paul Kagame est soutenu par les États-Unis, soutenu par les nations occidentales, il faut qu'on ait le courage de le dire, et c'est pour ça qu'il se sent depuis le départ si libre de faire ce qu'il veut et d'agir comme un shérif, comme il le fait depuis tant d'années, en réalité, dans la sous-région. Et pas simplement comme un shérif, mais comme un pilleur, un déstabilisateur et un génocidaire. Ce qui est un drame quand on sait ce que le digne peuple Tutsi a connu en termes de génocide. Et ce qui se passe au Kivu est sponsorisé par les multinationales occidentales. Et c'est pour ça qu'il y a eu l'opération Lumumba au Congo récemment, où une jeunesse congolaise patriotique et digne a décidé de prendre ses responsabilités, parce qu'elle ne pouvait pas accepter de voir des chancelleries faire comme si de rien n'était, alors qu'elles sont celles qui back-up les activités de Paul Kagame, qui lui-même back-up avec ses soldats rwandais le M23, qui sont en train de déstabiliser la RDC. Alors, dire cela ne permettra et n'autorisera, en ce qui me concerne, jamais le sentiment qui consiste à essentialiser cette question en disant que c'est un problème de tous les Tutsis et qu'il faut faire la guerre à tous les Tutsis. Kagame n'est pas tous les Tutsis. Je connais d'innombrables Tutsis qui sont contre Paul Kagame. Je connais d'innombrables Tutsis qui dénoncent ce qui se passe en RDC. Mais Kagame est un problème géopolitique majeur pour l'Afrique aujourd'hui. Et si on ne prend pas en considération cela, on va reculer de 30 ans sur un certain nombre d'enjeux. Et je pense qu'il faut qu'on ait le courage de le dire avec la plus grande simplicité. Et cela n'exonère pas non plus la classe politique congolaise corrompue, qui est à la tête du Congo aujourd'hui, qui est beaucoup plus dans la fastuosité du pouvoir, dans les simplicités de déplacement et de voyage que confère leur rôle, que dans la gestion d'un état de guerre. Moi, je suis au Niger, je voyage dans l'AES, je sais ce que sont les pays en guerre. Ce n'est pas la sensation que j'ai quand je vois la classe politique de Kinshasa. Et dire cela ne signifie pas que j'ai quelque chose de personnel contre eux, mais ça ne va pas.
Et on ne peut pas aimer des gens sans leur dire la vérité. Ils sont co-responsables, eux et évidemment ceux qui les ont précédés, de cette situation qui existe aujourd'hui. Donc le problème du M23 est un problème de néocolonialité et de pillage de nos ressources. Et Kagame n'est qu'un proxy d'intérêt qui le dépasse de très loin en réalité, ce qui n'exonère pas de ses responsabilités. Et nous devons le condamner avec la plus grande force, lui, son clan, d'accord, et les nations occidentales qui le soutiennent derrière, officieusement, et nous devons aussi condamner l'inaction, le côté inopérant de la classe politique congolaise qui ne prend pas ses responsabilités. Voilà. Ok, Kémy Séba, un dernier mot. Ce que je dirais, c'est que ce que les élites africaines ne font pas pour le peuple doit le faire lui-même. Et donc 2025 va être une année agitée à l'échelle internationale pour le peuple africain. Parce que, en tout cas, nous allons tout faire pour faire bouger des lignes, puisque les forces institutionnelles ne font pas le travail qui est le leur. Nous allons réactiver la question, c'est ce que j'ai commencé à faire, du franc CFA, plus que jamais. Ça, c'est à l'échelle globale et internationale. Et sur le terrain maintenant beaucoup plus local, en ce qui concerne le Bénin, le président Patrice Talon me considère comme un semeur de troubles. Moi, je me considère comme quelqu'un qui veut rétablir le jeu démocratique. Et je veux que chaque voix béninoise puisse s'exprimer, puisse être entendue, puisse être respectée, et que la justice sociale puisse devenir une réalité. Et je lance un appel aussi à une partie minime de la diaspora qui se laisse avoir par les manipulations du président Patrice Talon et de son clan, qui ont décidé d'engager via des agences d'influenceurs des gens pour valoriser ce que eux font. Ne vous laissez pas blaguer par la faciosité. Thomas Sankara disait « Mieux vaut l'eau potable pour tous que le champagne pour quelques-uns ». Faites attention à ce que l'on vous montre dans le micro-Cotonou, parce que le Bénin, ce n'est pas que ça. Notre peuple souffre. Notre peuple souffre réellement. Les mères de famille souffrent réellement. Les pères de famille souffrent réellement. Il y a une gabegie financière d'une minorité de la population d'élite qui se gave pendant qu'une grande partie de la population crève. Et on doit avoir le courage de le dire. Sans ça, on n'ira nulle part. Le Bénin réel, c'est pas l'hôtel Sofitel. Okay. Je rappelle que vous êtes le président de l'ONG Urgence panafricaniste, vous êtes activiste influent, suivi par des millions des Africains à travers le monde, et vous êtes par ailleurs conseiller du président du Niger, le général Abdourahmane Chani, bien que vous intervenez en tant qu'activiste panafricaniste et homme politique béninois. Merci d'avoir répondu présent à notre appel. Merci à vous, merci infiniment. End of season savings just landed at Wayfair. Our winter clearance